Donc, je vais centrer mon propos donc, plutôt sur l'emploi accompagné, en insistant sur les principes et les ressorts, les leviers d'efficacité de cette pratique. Ah non, c'est pas, j'ai pas appuyé du bon côté. Voilà. Alors, actualité de cette pratique, je le rappelle, enfin, vous le savez tous, cette pratique qui se développe beaucoup dans les pays développés, y compris en Europe. On était en retard en France et les choses sont heureusement en train d'évoluer. Grâce, les pouvoirs publics ont reconnu et recommandé cette pratique dans la loi de 2016, dite loi travail. En la caractérisant très minimalement, je lis le texte, les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L5213, c'est-à-dire ayant la RQTH, peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié ainsi que de l'employeur. Et puis des textes, le décret du 27 décembre 2016, puis la circulaire interministérielle d'avril 2017 précisent les modalités de la mise en œuvre de ce dispositif. Les appels d'offres, les appels à projets ont été lancés par les ARS et donc depuis un mois, cette pratique se développe sur le territoire. Alors, cela, quelle pratique exactement? Vous avez vu que la définition jusque-là est minimale. Et c'est justement un des points de débat, la question de la définition. Alors, je ne vais pas proposer une définition, je vais plutôt proposer une description des pratiques qui se développent au plan international, enfin, telles qu'elles sont en général présentées. Il s'agit d'une pratique de soutien à l'insertion pour les personnes en situation de handicap qui s'attache à favoriser une intégration rapide en milieu ordinaire de travail en évitant ou en limitant les étapes préparatoires qui, elles, sont privilégiées dans les pratiques traditionnelles et en compensant ce manque de préparation par un soutien individualisé, continu, c'est un mot important, la continuité de l'accompagnement, et ajusté aux besoins de la personne à toutes les phases de l'insertion, à la phase de recherche d'emploi, à la phase d'accès, d'obtention de l'emploi, à la prise de poste. Et ce soutien est en principe maintenu après l'insertion, c'est le point important, en principe sans limite dans la durée, tant que la personne souhaite cet accompagnement. Cette pratique se caractérise aussi par le fait qu'elle est pour l'essentiel assurée par un professionnel référent, le conseiller en emploi, le job coach, ce qui favorise la continuité du soutien, l'ajustement à la singularité des besoins de la personne et une alliance de travail qui est reconnue comme un des principaux facteurs d'efficacité. Ce conseiller intervient au sein même de l'entreprise et peut à ce titre apporter également un soutien à l'employeur et au collectif de travail au sein duquel est intégrée la personne. C'est un point qui a déjà été évoqué comme important. Alors on peut, en général, cette description, elle est, elle peut se résumer par un certain nombre de principes qui orientent cette pratique. Vous voyez, orientation vers le milieu ordinaire, c'est ça l'esprit, un accès le plus rapide possible, mais qui est une pratique qui est moins en amont, puisqu'il s'agit d'accéder rapidement, et plus en aval de l'insertion pour assurer le maintien. Puis après, la question de comment assurer cet accompagnement, l'importance accordée à cet accompagnant, le conseiller en emploi, le job coach, c'est un autre facteur, et puis ensuite le soutien à l'entreprise. En fait, donc maintenant que cette pratique se développe, que différentes grandes associations se sont positionnées pour contribuer à ce développement, on entend beaucoup parler de cette pratique. Et en fait, elle est définie, comme je vous disais, il y a un problème de définition, elle est définie de façon un peu variable. Et au fond, je proposerais de catégoriser ces approches en distinguant un peu schématiquement, il y a sans doute un continuum entre les deux, mais disons une approche qu'on pourrait qualifier de continuiste, où on met l'accent sur le fait que c'est un dispositif supplémentaire, complémentaire aux nombreux dispositifs déjà existants, qui permet d'élargir l'offre de services,
mais finalement sans véritablement remettre en cause l'architecture et la conception des dispositifs existants. Et à ce titre, on pourrait dire que ça, c'est une vision un peu conservative de la politique d'accompagnement vers l'emploi. Dans cette approche, l'accent est mis sur les points communs entre les pratiques traditionnelles et cette nouvelle pratique, les critères d'éligibilité, les étapes du parcours, l'importance d'une équipe pluridisciplinaire, et puis l'accent est mis sur l'articulation avec les dispositifs classiques, le milieu protégé, les structures de formation comme les CRP, justement la variété des prestations AGFIP qui sont déjà déployées. Alors, on pourrait opposer à cette vision, je dirais, continuiste par rapport au modèle traditionnel, une approche que je qualifierais de discontinuiste, ou en rupture, enfin, qui revendique une forme de rupture avec les pratiques traditionnelles. Dans ce cas-là, on va mettre l'accent non pas simplement sur ajouter un nouveau dispositif, mais sur l'idée qu'on change de stratégie avec une philosophie qui est assez profondément différente de l'inclusion sociale et qui est justement, on va le voir, exprimée par ces principes. On pourrait aussi parler d'un changement de regard sur ce qui est sous-jacent à cette philosophie. Au fond, c'est une conception, un regard un peu différent sur les personnes et les situations de handicap qui implique un changement de posture dans l'accompagnement et finalement une réorganisation profonde des services. Et donc là, on a une vision en fait, là, qui n'est plus conservative, qui est assez radicalement réformatrice. Et dans cette approche, l'accent va être mis non pas sur les points communs, mais au contraire sur ce qui est nouveau, les points de divergence, voire d'opposition avec les pratiques antérieures. Et on va moins mettre l'accent sur l'articulation que sur la dimension alternative. C'est un nouveau modèle qui est nettement différent. Alors, bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients à ces deux approches. L'approche continuiste, elle est beaucoup plus facile d'abord à implémenter, elle s'articule bien avec l'existant, mais son inconvénient, c'est de risquer d'atténuer, d'affaiblir ou d'affadir ce qui fait l'originalité, le tranchant, la force de la pratique nouvelle. Mais je voudrais faire remarquer que néanmoins, beaucoup de discours actuels sur l'emploi accompagné relèvent plutôt de cette approche continuiste. Et c'est aussi le cas, il me semble, en partie au moins, des textes des tutelles que j'ai évoqués en commençant. Alors que l'approche discontinuiste, elle a les avantages et les inconvénients inverses. Elle met l'accent sur la nouveauté, mais elle pose des problèmes éventuellement d'articulation avec les pratiques traditionnelles, etc. Je voudrais faire valoir trois raisons qui, à mon avis, permettent trois raisons de privilégier l'approche discontinuiste. D'abord, il me semble que si on veut développer une pratique véritablement innovante, eh bien, il est logique d'identifier et de mettre l'accent sur ce qu'il y a véritablement de nouveau, de différent. La question est quels sont finalement les facteurs du changement et d'efficacité de cette pratique, puisque c'est un de ses arguments forts. Je vais revenir là-dessus. Et puis, peut-être ce qui est le plus important, c'est de comprendre quelle est la philosophie ou l'esprit sous-jacent à cette nouvelle pratique. Deuxième argument pour privilégier cette approche discontinuiste, le fait qu'elle est plus conforme avec l'histoire au plan international de l'emploi accompagné, puisque ce modèle a été inventé il y a une trentaine d'années aux États-Unis et s'est développé maintenant dans beaucoup de pays. Et c'est un modèle qui, justement, quand on qualifie de place and train, qui insiste sur le changement de stratégie, on insère d'abord et on soutient ensuite, plutôt que préparer avant l'insertion. On met l'accent sur la rupture. Puis, alors je vais prendre deux exemples de modèles de l'emploi accompagné. Le modèle européen développé par l'Association européenne d'emploi accompagné, qui est, vous allez le voir, fondé sur des valeurs, pas sur un protocole et sur des valeurs. Je vais montrer pourquoi ça me paraît important. Et puis, dans le champ de la santé mentale, il y a un modèle de référence à partir duquel ont été développées la recherche qui a établi l'efficacité de cette pratique. C'est le modèle IPS, je rappellerai ce dont il s'agit, qui lui aussi est fondé sur des principes
derrière lesquelles on retrouve en gros les mêmes valeurs. Bon. Et enfin, il me semble que, tout à l'heure, dans la table ronde, les structures qui ont déjà expérimenté cette pratique en témoigneront, mais sur le terrain, quand on développe cette pratique, effectivement, elle est assez différente des pratiques traditionnelles. Enfin, le troisième argument, c'est de faire remarquer que ce qui s'annonce avec cette nouvelle pratique d'emploi accompagné, c'est un changement assez profond des pratiques sociales, et c'est sans doute ce qui explique l'intérêt et les débats nombreux que suscite cette nouvelle pratique, et sans doute aussi, on en parle moins, mais elles sont quand même à l'œuvre, les résistances à son développement, puisque c'est une pratique, j'y reviendrai, désinstitutionnalisée. Ça, c'est pas... on a plutôt, dans les pratiques sociales, en tout cas dans le champ de la santé mentale que je connais bien, une approche plutôt institutionnalisée. C'est une pratique inclusive, y compris dans son déploiement, pas seulement dans son but, centrée sur la personne, axée sur le rétablissement, l'empowerment. Et donc c'est une pratique guidée sur des valeurs et voilà, au-delà de l'emploi accompagné, mais du logement d'abord également, on sent bien que ce qui s'annonce, c'est une approche un peu différente des pratiques sociales. Je vais aller très vite puisque c'est l'historique de la notion d'emploi accompagné. Donc c'est au début des années 80 aux États-Unis a été conçu ce modèle, d'abord pour le handicap mental, la déficience intellectuelle, et d'emblée l'accent est mis sur l'inversion de stratégie, de paradigme. Traditionnellement, on prépare les personnes vulnérables avant de les insérer. Là, la stratégie innovante qui a été tentée et qui s'est développée parce qu'elle s'avère efficace, c'est d'insérer rapidement, mais de soutenir à la phase d'insertion et surtout après. C'est un peu plus tard, dès les années 87, qu'a été développé ce modèle pour le handicap psychique. Et à partir des années 90, que c'est précisé ce fameux modèle de référence dans le champ de la santé mentale, qui est le modèle IPS. Et alors, quand on regarde les principes qui orientent cette approche, éviter le milieu protégé, donc prioriser l'inclusion, être en milieu ordinaire, renversement de stratégie, j'ai insisté. Ce troisième point, sur lequel tout le monde met plus ou moins l'accent, l'accompagnement individuel et personnalisé. Individuel, c'est aussi par une personne, soutien assuré par une personne, le conseiller en emploi, qui va privilégier la continuité et l'alliance de travail. Et enfin, l'importance de l'évaluation de ces pratiques. Maintenant, je vais prendre l'exemple de l'approche de l'emploi accompagné par l'Association européenne de l'emploi accompagné, donc créée en 1993. Vous pourrez facilement trouver sur le net le site, toutes les informations et un guide de présentation assez développé, une centaine de pages, sur la mise en œuvre de l'emploi accompagné pour tout handicap. Et ce qui est frappant dans ce guide, c'est qu'il y a un premier chapitre de 3-4 pages de présentation et d'introduction, et le deuxième chapitre s'appelle Values, Standards and Principles. On sent bien que cette pratique est fondée, c'est clairement annoncé comme telle, elle est fondée sur des valeurs et des principes. Alors, ces valeurs sont énoncées là à la page 10, alors j'ai traduit cette page. L'emploi accompagné est totalement en phase, en cohérence, consistent with, avec les notions d'empowerment, d'inclusion sociale, de dignité et de respect des personnes. En Europe, un accord a été atteint sur les valeurs et principes. J'insiste sur vous voyez, ils insistent sur le mot valeurs et principes, qui doivent être présents à toutes les étapes de l'emploi accompagné, en reconnaissant les droits des individus à la pleine citoyenneté. Et alors ensuite, ils listent ces principales valeurs. L'individuation de l'accompagnement, ça c'est moi qui ai précisé, chaque individu est considéré dans son unicité, sa singularité, avec ses propres intérêts, ses préférences et son histoire de vie. Le respect, les activités d'emploi accompagnées sont toujours adaptées à l'âge, favorisant le sentiment de dignité et le développement personnel. L'autodétermination, il s'agit d'aider les personnes à exprimer leurs préférences, leurs choix, les aider à s'orienter professionnellement en fonction du contexte.
Alors, je vois que l'heure passe, il faut que j'aille vite. Les choix éclairés, aider les individus à repérer et saisir les opportunités de façon à pouvoir choisir en fonction de leurs préférences et leur compréhension des conséquences de leurs actes. L'empowerment, la confidentialité, souplesse et flexibilité de l'approche et l'accessibilité, rendre les informations disponibles. Ce qui est frappant, c'est que cette pratique qui est fondée essentiellement sur des valeurs, ce qui fait son succès, ce qui fait qu'elle se développe, c'est qu'elle s'est aussi avérée la pratique la plus efficace. Et on s'aperçoit que satisfaire ces exigences de valeur, c'est non seulement compatible avec le souci d'efficacité, mais c'est sans doute un des principaux ressorts de cette efficacité. Alors j'en viens au modèle, fameux modèle qui est développé dans le champ de la santé mentale, le modèle IPS, développé aux États-Unis, là, dans le New Hampshire. IPS, ça veut dire Individual Placement and Support, c'est le soutien individualisé, insertion et soutien individualisé. Lui aussi, il est défini par 8 principes que vous connaissez sans doute parce qu'on les évoque souvent. Le premier, qui est justement aussi une valeur qui a été évoquée, tout le monde n'est pas d'inemployable, principe de zero exclusion, tout le monde a le droit d'essayer. Alors c'est un principe, en pratique, c'est pas forcément facile de respecter complètement ce principe, mais c'est une orientation, c'est dans ce sens qu'il faut aller. Ensuite, ce qui est visé, c'est l'obtention d'un emploi en milieu ordinaire, rapidement. Le conseiller en emploi, c'est pas un soignant, donc c'est important qu'il soit bien coordonné avec l'équipe soignante. Importance de la prise en compte des préférences de la personne accompagnée en matière de choix. Le soutien est continu et pérenne, c'est dans les principes même de l'emploi accompagné. Et puis, bon, après, il y a des compléments méthodologiques sur les conseils en matière de prestations sociales et un travail d'ajustement du poste en fonction des capacités de la personne et d'aide à la personne à répondre aux besoins. Alors, on pourrait dire que c'est des idées un peu générales. Pas du tout. Si on est rigoureux, si on prend ces principes au sérieux, on peut mesurer, il y a des échelles pour ça, il y en a déjà 2 traduites en français, l'une qui a été justement mise au point par l'équipe américaine, Gary Bond, et puis une autre québécoise qui a été développée, mais les 2 sont disponibles en français, et on peut mesurer le degré de satisfaction à ces 7 principes. Et dans l'échelle québécoise, à ces 7 principes ont été rajoutés d'autres variables qui sont des indicateurs de la façon dont est développée cette pratique. Par exemple, le nombre de personnes accompagnées par conseiller. En gros, dans cette pratique, ce qui est recommandé, c'est une 20aine de personnes. Et on s'aperçoit que s'il y en a beaucoup plus, les performances ne sont pas les mêmes. Le pourcentage du temps passé à l'extérieur, passé dans l'entreprise. Des recherches montrent qu'il y a une corrélation entre l'efficacité de la pratique, le taux d'accès à l'emploi, et le temps passé plutôt dans l'entreprise que le temps dédié à la recherche d'emploi et au maintien en emploi par le conseiller. C'est corrélé aux résultats et tout ça est facilement mesurable. Là, dans une étude qu'on a fait, c'est un exemple. En utilisant cette échelle, on peut assez précisément documenter à quel degré ces principes sont respectés. Donc, derrière ces principes, ces valeurs, il y a une philosophie qui traduit en fait une conception de la personne, de sa vulnérabilité et des ressources qui vont lui permettre de dépasser sa vulnérabilité. Et alors ce qui m'a frappé, donc je tiens à l'évoquer, c'est que dans le remarquable document développé par la DIAL sur la pratique un chez soi d'abord, on retrouve finalement toutes ces valeurs. Je les évoque d'abord. Ils indiquent que cette pratique un chez soi d'abord repose sur 8 principes, dont plusieurs sont assez proches de ceux qui sont ceux de l'emploi accompagné. Le logement est un droit fondamental, c'est une valeur. L'accès rapide à un logement ordinaire, c'est plutôt un principe. Puis après, c'est à la fois des valeurs et des principes. Le choix par la personne de son agenda et de son offre de service. Un engagement à accompagner la personne autant que nécessaire. La continuité, et c'est dans la durée, c'est à la fois une valeur et un principe de fonctionnement. Et un accompagnement centré sur la notion de rétablissement. Et je poursuis la page suivante de ce petit document. Ce qui est vraiment frappant, c'est que sont explicitement revendiqués les principes qui orientent, les principes et les valeurs qui orientent
cette pratique et qui s'avèrent en fait les mêmes pour l'emploi accompagné et pour le logement d'abord. Primauté au choix de la personne, promotion du pouvoir d'agir, de l'empowerment, de l'espoir, la recherche du rétablissement, c'est-à-dire d'une vie meilleure et satisfaisante, une approche positive qui renforce les compétences et l'estime de soi. Là, je ferai remarquer que le travail est particulièrement adapté pour renforcer, enfin, pour s'appuyer sur les compétences, mais aussi les renforcer et restaurer l'estime de soi. Et puis, alors, la question de l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de l'emploi accompagné, l'esprit de l'emploi accompagné, c'est pas de réunir dans le dispositif d'emploi accompagné cette équipe. C'est le conseiller en emploi qui va jouer ce rôle de coordinateur entre d'autres intervenants, entre un réseau de soutien qui comporte bien sûr l'équipe de soins, mais éventuellement d'autres intervenants sociaux ou des équipes spécialisées, par exemple dans la remédiation cognitive, qui peut être encore des valeurs explicitement mises en avant par ce document de la DIAL, l'inconditionnalité à l'entrée au logement. On a vu que c'était la même chose pour l'emploi. Et même, ça peut paraître choquant, mais pour l'emploi, on peut parfaitement reprendre les mêmes thèmes. Il n'y a pas, alors, de critères. Il y a pour l'emploi certaines variables qui vont favoriser et d'autres qui vont freiner, mais il est exact qu'il n'y a pas de prédictivité de l'employabilité parce que ces variables sont trop nombreuses et interagissent, se compensent, etc. Il n'y a pas de prédictivité, et donc en effet, tout le monde a le droit d'essayer. Un accompagnement fortement individualisé. Véritablement, on retrouve ces mêmes principes qui vont se décliner assez concrètement dans les façons de travailler. Là encore, c'est détaillé dans le document. Les équipes qui doivent faire preuve de réactivité et flexibilité, c'est évidemment la même chose dans l'accompagnement dans l'emploi. Décloisonner, un travail en réseau avec les partenaires, etc. Et j'insiste sur ce dernier point, alors là qui me semble aller le plus loin et être en avance. La notion de choix est un axe essentiel du programme Chez Soi d'abord. Je pense qu'on peut dire exactement la même chose pour l'emploi accompagné. Et là, alors là, pour le coup, vous êtes même en avance en disant un suivi fortement individualisé où les personnes organisent leur accompagnement et sélectionnent les services qu'elles souhaitent utiliser. On n'en est pas là, mais en effet, si on va dans cette logique, il serait logique d'aller jusque-là. Alors, je vais juste mentionner le fait que cette attention à l'importance des valeurs, et y compris des valeurs de la personne, de ce qui lui importe, de ce qui est pour elle ses priorités, elles sont de plus en plus prises en compte. Dans le champ de la médecine, on vient avec quelques collègues de traduire cet ouvrage qui est plutôt adressé au monde des soins, mais plus largement de toutes les pratiques sociales, qui insiste. Alors c'est un modèle qui s'est développé à Oxford, comme la médecine fondée sur les preuves, mais la médecine fondée sur les preuves, dont c'est l'ouvrage de référence, David Sackett lui-même explique bien que les bonnes pratiques, elles doivent s'appuyer sur les connaissances scientifiques actualisées, mais aussi sur la contextualisation en tenant compte de l'expérience clinique du professionnel et les valeurs, et en particulier les valeurs du patient, ses priorités, ses attentes, ce qui lui importe. Et la bonne décision, la bonne intervention doit tenir compte des données de science, mais aussi de la prise en compte des valeurs. Donc, et plus la médecine est scientifiquement pointue, comme en oncologie, en immunologie, etc., plus les valeurs, il y a des options de choix qui doivent tenir compte des valeurs priorisées. Alors, j'ai pratiquement plus de temps, je vais simplement dire un mot sur les ressorts d'efficacité. Peut-être rappeler que l'emploi accompagné, si on en parle aujourd'hui, si cette pratique s'est développée, c'est parce qu'elle a fait justement la preuve. Elle est labellisée evidence-based, elle a fait la preuve par de nombreuses études. Là, il y a 22 études rigoureuses qui comparent l'efficacité de cette pratique par rapport aux pratiques traditionnelles. Et systématiquement, le taux d'accès à l'emploi est le double, au moins le double, d'avec les pratiques traditionnelles. 56% à l'issue d'un an avec les pratiques IPS versus 23% en moyenne avec les contrôles. Après, alors je passe sur... les recherches qu'on a développées en France sur les pratiques expérimentales dans ce domaine retrouvent à peu près les mêmes résultats. Alors, je vais peut-être revenir.
On a fait une étude avec le GPS Emploi, qui travaillait sur 2 types de handicap, mental et psychique, et puis avec d'autres structures qui avaient déjà développé cette pratique, Messidor, des structures de l'Île-de-France, Geste, Passage Pro. Et donc là, j'ai un peu synthétisé les résultats. Vous voyez, le taux d'insertion à 12 mois est de 52%, donc on est près des données internationales. 61% à Working First à Marseille, entre 37 et 47% pour les autres. On obtient les mêmes résultats. Le taux de maintien, alors ça c'est le point fragile de cette... Souvent le premier emploi n'est pas maintenu très longtemps, mais ce qui est intéressant à constater, c'est que les personnes qui perdent leur premier emploi dans les 6 premiers mois ou la première année, si elles persévèrent, elles retrouvent dans 57% des cas, donc c'est un grand nombre un emploi dans les 3 mois. Donc c'est vrai que souvent le premier emploi n'est pas forcément le bon, n'est pas forcément gardé longtemps, mais puisque l'accompagnement est pérenne et durable, très vite elle retrouve un deuxième, voire un troisième emploi et les choses se stabilisent. Alors ça c'est une étude où justement on étudie ces parcours et comment s'enchaînent ces emplois sur plusieurs années. Je vais peut-être m'arrêter en évoquant alors 2 choses. Une étude tout à fait récente menée par notre collègue Marc Corbière au Québec, vous voyez, dans 2017, où il étudie les facteurs prédictifs de l'accès à l'emploi pour les personnes qui sont dans les dispositifs d'emploi accompagné. Et alors les variables, c'est un modèle, une méthodologie assez brillante, où c'est un modèle multiniveau. Il étudie l'importance des variables personnelles, mais en tenant compte des compétences de l'accompagnant, qui sont également mesurées, et ensuite en tenant compte de l'organisation du dispositif d'emploi accompagné. Et avec ce dispositif assez complet dans l'évaluation de toutes ces variables, ce qui ressort comme les facteurs importants, c'est l'âge. C'est plus facile pour les gens plus jeunes. Une durée d'arrêt de travail pas trop longue, ça c'est connu depuis longtemps. Mais les 2 autres variables importantes, c'est le recours par les personnes qui cherchent un emploi de stratégies précises de recherche d'emploi et l'alliance de travail avec le conseiller. Et la conclusion globale, donc les facteurs les plus déterminants pour réussir, c'est les stratégies de recherche d'emploi, mettre en place des stratégies de recherche d'emploi, les capacités relationnelles et les compétences des conseillers en emploi. Alors ces compétences, aujourd'hui on peut les mesurer, il existe des échelles de compétences des accompagnants vers l'emploi, on les a déjà utilisées dans l'étude des pratiques d'expérimentation. Alors je vais aller à ma conclusion, parce que ça c'était pour présenter ces données, mais ce n'est pas la peine. Je vais juste aller à ma conclusion. Donc, je voudrais donc souligner que ces valeurs et principes, sur lesquels j'ai un peu insisté, c'est un constat, elles ne sont pratiquement pas évoquées dans les textes de cadrage de la mise en œuvre de l'emploi accompagné que j'ai évoqué tout à l'heure, le décret, la circulaire interministérielle et les appels à projets des ARS. C'est un petit peu dommage et je pense qu'il va falloir être vigilant à l'importance, enfin j'ai essayé d'insister sur l'importance. Je crois qu'il faut être conscient que, et on y est déjà confronté, qu'il y a en effet une tension entre la logique de ces pratiques inclusives et qui est en réalité fortement théorisée par tout un tas de mouvements différents mais convergents, le mouvement de la personnalisation des soins et du soutien social développé au Québec, enfin au Canada et en Angleterre, le mouvement de l'empowerment des usagers, les pratiques axées sur le rétablissement, l'approche par les capacités, qui est sans doute celle qui va le plus loin dans ces exigences, l'approche par les droits des personnes en situation de handicap, c'est des approches bottom-up qui partent de la demande et des attentes des personnes. Mais il est vrai qu'il y a une tension, mais parfois une contradiction, avec cette logique d'approche que je qualifierais d'administrer des pratiques sociales, qui prévaut encore dans la mise en œuvre des politiques sociales pour les personnes en situation de handicap, qui reste une approche qui vient du haut, une approche top-down, centralisée, institutionnelle. Et on peut en trouver des exemples de cette tension ou de cette contradiction. Par exemple, le principe prévu pour la mise en œuvre de l'emploi accompagné de la prescription
de l'emploi accompagné, donc par l'autorité administrative, par des experts. Et aujourd'hui, il y a en effet dans la mise en œuvre de l'emploi accompagné, des petites difficultés pour savoir qui va faire cette prescription, sur quels critères. Vous voyez, ça entre un peu en contradiction avec la logique, tout le monde y a droit, etc. Alors, il faut trouver la transition entre le modèle traditionnel et ces nouvelles pratiques. Ma proposition serait de faire remarquer que les valeurs et principes qui guident ces nouvelles pratiques indiquent non seulement l'objectif, ce qu'on veut promouvoir, mais sont sans doute un des moyens d'assurer, avec une certaine souplesse, la transition entre ces pratiques traditionnelles et ces valeurs innovantes, puisque ces valeurs, en principe, sont assez largement partagées. L'important, c'est de les prendre au sérieux. Merci.